Mesdames et messieurs, bonjour. Le forum de ce jour spécialement délocalisé au CNHU pour aller à la rencontre des malades dans leur lit, à la rencontre des médecins sur leur lieu de travail. Le forum du jour spécial de ce jour se consacre aux maladies du rein. À tout de suite. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous dans ce forum spécial consacré aux maladies rénales. Il faut déjà dire que selon l'Organisation mondiale de la santé, cette maladie est décrite comme la maladie chronique la plus négligée et pourtant, ces risques spécifiques sont présents dans l'ensemble du spectre socio-économique, à la fois en situation de pauvreté et de richesse, à la fois chez le malnutri que chez l'obèse et à tous les âges, aussi bien chez les nouveau-nés que chez les personnes âgées. Nous sommes donc à l'unité de dialyse pour aller à la rencontre de ces malades dialysés, voir quelles sont les dispositions prises par les médecins nephrologues pour leur soulager un peu la vie, pour leur prolonger la vie, car c'est ce à quoi également sert la dialyse. Le docteur nous dira tout. Nous sommes avec Jacques Vigan, médecin nephrologue, maître de conférences agrégé en nephrologie. Docteur, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour madame. Bonjour. Nous avons à vos côtés le président du Conseil national des dialysés et insuffisants rénaux du Bénin, Conadir Bénin. Il répond au nom de Mohamed Raimi Titus. Président, merci de nous recevoir chez vous. C'est moi. Alors, il y a parmi eux, nos invités principaux, un transplanté, parce que, mis à part la dialyse, il y a également la transplantation, je vais y arriver, du rein. Le docteur nous expliquera ce à quoi ça sert, mais d'abord, nous avons un transplanté ici. Il répond au nom de Nobel Confo, enseignant à la retraite et transplanté. Merci de nous recevoir, merci d'être avec nous d'ailleurs. Bonsoir. Merci. Voilà, alors, docteur, pour y aller, lorsqu'on parle du rein, tout le monde sait à quoi ça ressemble. On nous parle du haricot, forme d'haricot. À l'école, on a appris tout ça. Mais quel est son rôle pour l'organisme? Merci. D'abord, les reins sont deux organes en forme d'haricot situés de part et d'autre de la colonne vertébrale. Il ne faut pas confondre les reins à la hanche. Habituellement, la population dit « j'ai mal aux reins » en indiquant la hanche qu'il ne faut pas confondre avec les reins. C'est un peu en postérieur et plus resitué que la hanche. D'accord. Les reins jouent d'énormes fonctions dans l'organisme. La fonction principale des reins, c'est de débarrasser l'organisme de tous les déchets qui s'y accumulent. Les déchets issus des aliments que nous consommons, les déchets issus des renouvellements de nos cellules. Ça, c'est la fonction principale. En dehors de ça, les reins contrôlent le stock d'eau total de notre organisme. C'est-à-dire, si vous buvez 2 litres d'eau par jour et que vous transpirez demi-litre, les reins se chargent d'éliminer le 1,5 litre restant. D'accord. Le rein contrôle également le stock de certains ions et métabolites de notre organisme. Je veux parler par exemple du sodium, du potassium, du chlore. Le rein participe à la régulation de la pression artérielle de notre organisme. Il participe également au taux d'acidité qu'il y a dans notre corps. Les reins jouent d'énormes fonctions. Ils participent à la régulation du glucose qu'il y a dans notre organisme. Les reins sécrètent également des hormones. Il y a une hormone qui va stimuler la moelle osseuse pour aider à la production de l'hémoglobine. Ce qui fait que les sujets qui sont atteints de maladies rénales chroniques finissent par développer une anémie. Okay. Les reins jouent également d'autres rôles dans la synthèse d'autres hormones qui interviennent dans l'absorption du calcium. Donc, dans notre le rein est capital. Les reins jouent d'énormes fonctions dans notre organisme. Dans notre organisme. Eh bien, vous aviez tantôt parlé de maladie rénale. Quand est-ce que le rein ne fonctionne plus? Et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Les reins peuvent être affectés par une maladie aiguë ou bien par une maladie chronique.
Vous mettez quoi dans maladie aiguë? Une maladie aiguë, je peux donner par exemple l'exemple du paludisme qui affecte le rein, soit par l'agent du paludisme ou bien soit par les traitements qui ont été faits. Le médicament pris. Les médicaments qui ont été utilisés pour soigner le paludisme peuvent aussi affecter le rein. Et ça intervient de façon brusque. C'est-à-dire? Et s'accompagne d'une baisse, d'une diminution de la quantité d'urine émise par 24 heures. Donc là, les médicaments ne sont pas facilement éliminés. Là, rien n'est plus éliminé. Okay. Les médicaments ne sont plus éliminés. Les déchets qui normalement doivent être éliminés de notre organisme s'accumulent. Là, on parle de l'insuffisance rénale aiguë. Les reins peuvent être affectés par une maladie chronique ou qui entraîne une défaillance progressive et irréversible du rein. D'accord. Les maladies chroniques sont connues, nous allons en parler. Dans le cas d'une maladie rénale chronique, Oui. la maladie est insidieuse. Les signes sont pauvres. Le plus souvent, il n'y a pas de douleur. Ce qui fait que le patient ne ressent rien. S'il n'est pas très attentionné pour regarder ses urines ou constater une diminution du volume d'urine émise ou bien d'autres anomalies peu significatives, ça ne lui dira rien jusqu'à ce que les reins soient complètement détruits avant qu'il ne se rende compte. Donc là, la maladie rénale chronique est un tueur silencieux, je dirais. Exact, c'est ce qui est dit. C'est une maladie silencieuse. C'est un tueur silencieux. D'accord, mais Bon. comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un simple paludisme peut affecter le rein? Le plasmodium, l'agent du paludisme, peut directement affecter les tubules et entraîner une insuffisance rénale aiguë. Comme je disais aussi, les traitements, les médicaments utilisés pour traiter le paludisme, si ces médicaments sont de nature douteuse, si les posologies ne sont pas respectées, si ces médicaments ne sont pas bien conditionnés, ils peuvent affecter dangereusement le rein et entraîner une insuffisance rénale aiguë. D'accord. Alors, mis à part le paludisme, quel autre problème de santé ou quel autre comportement pourrait créer ou amener une maladie rénale aiguë? Alors, beaucoup de comportements peuvent être préjudiciables au rein. Il faut dire d'abord, il y a ce que nous appelons les personnes à risque de développer des maladies rénales. Et il y en a beaucoup dans nos sociétés, il y en a partout. Et il faut les connaître et mettre un accent particulier sur ces sujets. Parce que ces sujets doivent être pris en charge autrement et le dépistage doit être, je vais dire, quasi actif à tout moment, dès qu'il y a moins de doute. Comme nous avons dit, c'est une maladie silencieuse, il faut anticiper. Il faut, dès qu'il y a un moindre signe, être en alerte et rechercher les marqueurs de maladie rénale chez ces sujets à risque. Et qui sont ces sujets à risque? Ils sont surtout les hypertendus, les diabétiques, les sujets qui ont une insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, les sujets qui ont des maladies de prostate, les sujets obèses, les sujets âgés de plus de 65 ans, qui sont les principaux sujets à risque. Maintenant, il y a des familles qui sont à risque, qui ont des maladies génétiques, qui ont des maladies rénales génétiques, et donc qui constituent également... L'hérédité aussi intervient dans certaines maladies rénales, notamment la polykystose rénale. Il y a des familles... La polykystose rénale, c'est une maladie qui se caractérise, c'est une maladie génétique, qui se caractérise par la formation de nombreux kystes dans les reins. Et parallèlement, ces kystes se forment dans le foie, dans les poumons, au niveau de la rate. Chez la femme, ils peuvent être retrouvés au niveau des ovaires. Donc, ils touchent plusieurs organes à la fois. C'est une maladie génétique et il y a des familles polykystiques chez nous. Ces sujets également sont des sujets à risque de développer
une maladie rénale chronique, une insuffisance rénale chronique. Même si au début, les reins fonctionnent très bien, à la longue, au cours de l'évolution, ces kystes augmentent de volume, détruisent le tissu rénal et l'insuffisance rénale chronique s'installe. Est-ce que la femme est beaucoup plus à risque que l'homme? Parce que moi, je remarque très souvent pendant mes reportages, c'est beaucoup plus les hommes que moi je vois. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, dans les statistiques, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et même, on dit qu'il y a 2 hommes pour une femme. C'est ce qui est remarqué, que ce soit à Cotonou, dans la sous-région et en Europe. À preuve, nous avons 2 hommes ici, on n'a aucune femme. Oui, toutes nos excuses, mais on n'a pas pu avoir de dame en fait. Oui, mais nous avons des dames quand même qui souffrent de maladies rénales. D'accord. Président, vous êtes un dialysé. Ouais. Voilà. Dites-nous un peu comment est-ce que vous en êtes arrivé à souffrir d'une maladie rénale. Vous vous retrouvez dans tout ça. Quelle a été la cause de votre maladie rénale à vous? Merci madame. Moi, je suis arrivé à la maladie rénale, à l'insuffisance rénale chronique par l'hypertension artérielle. Je suis né d'une famille à risque. Mon grand-père était hypertendu, mon père est hypertendu, je suis hypertendu. Mais vous savez, bon, quand on est jeune et que les activités fleurissent, et on se fout pas mal de, c'est-à-dire on ne traite pas voilà, de sa santé, on traite à la va-vite ou bien sporadiquement cette affection que nous avons. Et bon, si la tension augmente, quand on nous prescrit un médicament, on le prend, et puis dès que la tension baisse, on le néglige. Et moi, c'est ça qui m'a amené ici depuis 2002. Depuis 2002? Ouais. Wow, nous sommes en 2019. Ça fait pratiquement, je dirais, 17 ans. 17 ans. Oh. Vous êtes bien courageux. Monsieur, oui, vous également, quelle est votre situation, votre cas? On peut connaître un peu ce qui vous a amené à en souffrir? Merci. Et tel que l'a dit le président, oui, c'est l'hypertension artérielle qui m'a amené en dialyse. Mais au départ, je ne me reconnaissais pas hypertendu. On ne m'a jamais détecté l'hypertension artérielle. Mais de par l'explication du professeur, j'ai reconnu je reconnais que pendant que j'étais en activité, un peu jeune, oui, je n'allais jamais à l'hôpital pour traiter le palu. Comment vous le faites? Quand je sens un peu que ce qui m'arrive est certainement du palu, je me présente chez les dames et puis j'achète du quinine et puis je prends. Vous comprenez? Alors, au fil du temps, brutalement, j'ai commencé par ne pas me sentir bien. Et le jour qu'on m'a pris ma tension, on a vu 17. 17, 9. 3 jours, c'est allé à 19. Ainsi de suite. Des fois, ça va à 20, ça revient à 17, mais je suis resté dans la fourchette de 17. 17 ou 20. Jusqu'à ce que, vraiment, je ne pourrais plus, j'ai commencé à sentir une grande fatigue. Alors, je ne me procédais pas, il y avait des démangeaisons. Je n'arrivais plus à manger. Et même quand j'allais au service, on pensait que c'était la paresse. Les vacances 2005-2006, j'étais allé chez un frère à Kiribo, tout juste pour passer une semaine. Alors, le lendemain de mon séjour là-bas, la nuit, j'ai envie de faire pipi. Et je sors dehors, je pisse pendant des minutes. Des minutes, sans arrêt. Alors, quand ça finit de couper, je retourne 5 minutes après, même 1 minute, ça vient encore. Donc, je pissais toute la nuit. Alors là, j'ai dû descendre rapidement à Boïcon, dans un centre de santé, et là, vraiment, le médecin me disait que ma créa, moi, je ne sais pas ce qu'on appelle créa, oui. Potassium, tout était monté et qu'il fallait une prise en charge. Mais
Les jours suivants à l'hôpital, on me demande de boire de l'eau pour pouvoir pisser. Et je n'arrivais plus à pisser en ce moment. Et c'est là, bon, ils ont fait leur diagnostic. Mais il faut vous dire que ce n'est pas facile, hein, ce que je vous dis là. Ce n'est pas du tout facile. Tout facile, d'accord. Alors, docteur, quels sont ces médicaments-là qui peuvent agir sur les reins? D'accord. D'abord, il a rapporté une notion importante, mais qui est fine et qui peut passer inaperçue. Laquelle? Le fait que la nuit, il se réveille plusieurs fois pour faire pipi. Et c'est de petites quantités. Cette notion, elle est capitale et se voit dans les maladies rénales chroniques. Et je dis bien ça en dehors d'une boisson abondante, en dehors de, si le sujet s'arrose de bouteilles de bière la veille, bon, c'est normal qu'il se réveille la nuit. Mais en dehors de toutes ces situations, s'il se réveille anormalement plus de 3 fois la nuit pour aller faire pipi, ça doit attirer l'attention. Il y a des signes aussi qui passent inaperçus. Par exemple, pour ce qui les concerne dans le cadre de l'hypertension artérielle, des patients présentent des signes patents d'hypertension artérielle. C'est-à-dire ils ont des maux de tête, ils ont des vertiges, ils entendent de faux bruits, ils voient des étoiles, sensations de mouche dans le champ visuel et ils banalisent. Parfois même, ils peuvent consulter et on leur dépiste, on découvre une tension élevée. Ils n'acceptent pas la maladie. J'insiste sur ces éléments. Or, peut-être déjà à ce moment, il y a une manifestation rénale qui accompagne cette hypertension artérielle. Et nous disons, quand on dépiste des gens comme ça pour une hypertension artérielle ou bien pour une maladie ou une autre, pour ces genres de maladies, surtout pour des sujets à risque, il faut déjà commencer par voir s'il n'y a pas une atteinte rénale associée. Donc là, il faudra que ça soit systématique chez le médecin. Quand un patient vient et on constate qu'il est hypertendu, qu'on fasse déjà peut-être des analyses pour vérifier l'état de son rein. Exactement. Même aujourd'hui, il y a, devant l'hypertension artérielle, il y a ce qu'on appelle le bilan minimum reconnu par l'OMS. Revenons alors à ma question. Oui. Les médicaments qui peuvent agir, sans citer de nom de médicaments, mais faisons une allusion. Voilà. Il y a des médicaments, on va dire principalement, il y a ce que nous appelons les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà. Il y en a beaucoup. C'est fréquemment prescrit. Certains même en consomment par automédication. Un sujet à risque de développer une maladie rénale qui consomme n'importe comment les anti-inflammatoires non stéroïdiens peut abîmer ses reins et développer une insuffisance rénale. Et donc, on ne dit pas zéro prescription, mais ça doit être prescription mesurée. On doit évaluer le risque, on doit adapter ces médicaments à la fonction rénale. Si déjà une atteinte rénale, on ne doit pas faire association de ces médicaments avec un certain nombre de produits. Et ça, c'est enseigné dans toutes les écoles de médecine. Et c'est pourquoi nous déconseillons les automédications. Il faut que ces médicaments soient prescrits par un médecin qui mesure le risque, qui connaît son patient et voit les autres médicaments que le patient prend et mesure le risque d'associer 1 ou 2, 3 à la fois avant de remettre la prescription. À côté, il y a d'autres médicaments. Il y a certains antibiotiques qui sont également toxiques pour le rein. Il y a les médicaments anticancéreux qui sont également toxiques pour le rein. Il y a même certains médicaments pour traiter l'hypertension artérielle qui, dans certaines conditions, je dis bien, dans certaines conditions, peuvent être préjudiciables pour le rein. C'est pourquoi il faut que ce soit des spécialistes bien avisés qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Non, mais c'est comme si on va traiter un mal et on va encore créer un autre. C'est compliqué, mais là, quelles sont les complications des maladies rénales? Quand on ne le sait pas très tôt, qu'est-ce qui peut arriver? Quelles sont les complications? Quand on ne sait pas très tôt, le risque, c'est que la maladie rénale peut évoluer sur un mode insidieux et aller à la chronicité. De cette chronicité, ça va détruire progressivement le tissu rénal jusqu'à aller à ce que nous appelons
insuffisance rénale chronique terminale. Ça se repose sur... C'est qu'on ne peut plus rien faire. Voilà, quand le sujet arrive à la phase terminale, c'est que les reins sont complètement détruits et sont incapables de débarrasser les toxines de l'organisme du patient. Et c'est en ce moment qu'ils commencent par ressentir des nausées. Ils n'ont plus envie de manger. Ils ont l'insomnie. Ils ont le corps qui gratte. Certains vomissent. Et le plus souvent, ils ont une haleine particulière. Devant un tableau comme ça, oui, il faut rechercher un des marqueurs, notamment la créatinémie. Ce que nous disons qui peut être simplement établi dans tout centre de santé, c'est d'avoir la bandelette urinaire facile. Tous les médecins, même médecins généralistes, sont formés. Quand ils voient ce marqueur qui commence par s'élever, leur attitude doit changer obligatoirement et ils sont tenus à un moment de nous les référer. Ça ne veut pas dire que nous on les garde, on peut ajuster le traitement et leur retourner le patient, surtout les patients qui sont à l'intérieur du pays. Nous faisons un courrier en bonne et due forme, nous les retournons à leur médecin généraliste avec qui nous gardons un contact pour un suivi, pour un mieux-être, pour éviter l'évolution vers le stade terminal. Je n'accuse pas les généralistes ici, mais très souvent, les patients disent que bon, quand on va vers eux, ils n'ont pas cette culture-là de les référer ou de leur proposer d'aller voir tel spécialiste. Ils veulent tout traiter. Voilà. Je pense qu'il faut nuancer. Il y a des patients qui sont aussi référés. Ce n'est pas que je suis l'avocat défenseur du généraliste. Disons les choses telles qu'elles sont aussi. Il y a des patients qui sont bien référés, mais qui n'arrivent pas. Okay. Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Face à un malade, à un insuffisant rénal, je dirais, quels sont les diagnostics, ou bien comment vous posez le protocole pour un traitement? Le diagnostic posé sur la base de tous ces arguments, c'est vrai, on peut avoir recours à d'autres examens, on peut avoir recours à la radio, on a souvent recours à l'échographie, pour préciser un peu, surtout quand le malade est vu un peu tôt, quand c'est vu tard, bon, mais s'il est vu tôt, quand c'est dépisté tôt, on peut avoir recours à une échographie pour pouvoir voir si déjà les structures sont abîmées ou si les structures sont encore fonctionnelles, si les structures sont en bon état. On peut avoir recours à d'autres imageries jusqu'au scanner pour préciser un peu la cause. Et les causes, elles sont nombreuses. Elles découlent de sujets à risque que nous avons dit. Les causes, c'est surtout l'hypertension artérielle. La première cause chez nous au Bénin, et je peux vous dire également dans la sous-région, c'est l'hypertension artérielle. Maintenant, on a parlé des nouveau-nés. Je n'ai vraiment pas compris comment est-ce qu'un nouveau-né peut souffrir de maladie rénale. Voilà. Un nouveau-né peut avoir une maladie héréditaire liée directement au rein. Il peut s'agir d'une tumeur, c'est décrit, ou bien une anomalie au niveau de l'arbre urinaire. Et le plus souvent, des anomalies au niveau de l'arbre urinaire finissent par affecter le tissu rénal et entraînent une insuffisance rénale chronique. Et ça peut s'observer chez les enfants. À la naissance, oui, on peut avoir une tumeur du rein décrite chez les enfants. Et déjà, on peut détecter cet enfant peut faire une maladie rénale plus tard. On peut détecter. Il y a aussi une forme de kyste particulier qu'on voit chez les nouveau-nés également, qui se dépistent, qui fait qu'à la naissance, d'emblée, ils ont un gros rein palpable. Quand vous voyez son abdomen, c'est caractéristique. Et quand vous mettez la main pour examiner l'abdomen, vous tombez sur deux masses qui occupent les régions qui concernent le rein et ça peut attirer l'attention. Donc on peut avoir des nouveau-nés qui présentent déjà à la naissance une maladie rénale. Ils sont au nombre de combien environ à souffrir de la maladie rénale dans notre pays? Des nouveau-nés? Non, pas nécessairement tout le monde. Tout le monde. Les malades rénaux. Nous avons des statistiques variées. D'abord, dans le service, je vais dire 7 malades sur 10 viennent ici pour insuffisance rénale chronique terminale. Ça, c'est un véritable problème. C'est un challenge. On ne conçoit pas que 7 malades sur 10 viennent pour... Quand
viennent quand ils sont déjà au stade terminal de la maladie. C'est un véritable problème pour nous et pour tout le monde. On peut les sauver. Vous arrivez à les sauver tous? Oui, ben, ça veut dire qu'il faut les mettre tous en dialyse, sans tarder. C'est ça. Et ça devient coûteux, cette prise en charge. Et sinon, sur 10 malades, 9 présentent une maladie rénale chronique et 1 sur 10 une insuffisance rénale aiguë. Les aigus, normalement, méritent toute notre attention. Et un patient qui présente une insuffisance rénale aiguë, c'est un challenge pour nous. Ils doivent récupérer de cette fonction rénale. D'accord, c'est possible de le guérir. C'est possible de le guérir. Mais dans le cas de la maladie rénale chronique... Dans le cas de la maladie rénale chronique, il faut arrêter, il faut chercher la cause et normaliser la fonction rénale, empêcher la destruction de la fonction rénale. Nous disons classiquement, il faut réduire la dégradation de la fonction rénale. Donc, il va vivre avec la maladie. Il faut, nous, on l'informe, il faut que lui-même, il accepte la maladie. C'est la première étape du traitement d'une maladie chronique. Il faut d'abord l'accepter. Parce que ne pas l'accepter amène le patient à faire des traitements parallèles. Ah non, je n'ai pas la maladie rénale, je ne veux pas de la dialyse. Je dis non, on ne vous a pas encore parlé de la dialyse. Vous avez une maladie rénale chronique, vous n'êtes pas à l'étape de la dialyse, vous pouvez vivre avec cette maladie rénale chronique pendant 20 ans, 30, 40 ans. Mais il faut suivre un peu les recommandations des médecins. Donc certains, ils n'acceptent pas. Voilà. Vous l'avez systématiquement accepté? Oui. Systématiquement? Oui. Vous y attendiez? La maladie, dans la vie, chacun doit porter sa croix. Hein. Vous croyez que c'est votre croix à vous? Ah oui. Sinon, bon. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu es déjà à une étape chronique d'une maladie. Mais tu n'as pas de solution. Tu es là, tu pries. Puis tu es sauvé, bon. Vous n'êtes pas dialysé. Vous avez été dialysé. Il n'est plus dialysé, il a été dialysé. Oui. Aujourd'hui, il est transplanté. Oui. Vous avez un autre rein à la place de votre rein. Oui. Vous êtes toujours dialysé. Eh oui. Mais je me demande si vous avez facilement, tel que vous aimez faire la vie, vous l'aviez dit dans le temps, vous l'avez facilement accepté? Oui. Il suffit seulement d'enlever le problème d'ici et de le mettre là. Ah ben oui. Quelle stratégie! Il n'y a pas 36 000 solutions, mais vous voyez, on vous dit une chose. Lorsque j'ai été référé ici, c'était, paix à son âme, le professeur Atolo Vénérand. Alors, en hospitalisation, dès qu'il m'a reçu, et en examinant tout le bilan, il m'a dit, Monsieur Raimi, nous savons ce que vous avez. Vous devez faire la dialyse. Si vous ne faites pas la dialyse, dans une semaine, vous êtes mort. Alors, il vous le dit comme ça, si vous mettez-vous à ma place, mettez-vous à ma place, le choix est vite fait. C'est clair. Qui veut mourir? Quelle stratégie de vous convaincre? Même le vieillard de 90 ans veut encore aller plus. Effectivement. Alors, moi j'ai dit, j'accepte tout. À quel âge on vous l'a... 47 ans. Parce que moi, dans ma famille, beaucoup de gens avaient déjà prédit, on m'a demandé de faire mon testament, on m'a demandé, voilà. On m'a demandé de faire mon testament, de faire ci, de faire ça, parce que je vais mourir. Mais comme moi, je sais que je ne vais pas mourir. Et que... Après, 17 ans après, vous êtes encore là. Donc, pendant les 17 ans, j'ai enterré beaucoup de ceux qui disent de briser la mort. C'est pas ce qu'on souhaite. Non, mais ils ne sont pas morts d'insuffisance rénale, mais ils sont morts de quelque chose d'autre. Donc, et je suis toujours là. L'insuffisance rénale ne doit pas faire peur. Et c'est ça que pour cela que à la maison, pour me blaguer, les grands frères, les tantes et autres là, ils m'ont donné un surnom, Koubé. Voilà. Ça veut dire que, bon, dans notre langue nationale, c'est que la mort a refusé, quoi. La mort ne veut pas de vous. Non, elle ne veut pas de moi. Alors, docteur, est-ce qu'on doit comprendre que la transplantation et la dialyse sont les deux traitements qui s'imposent? Alors, dans quel cas on dialyse et dans quel cas on transplante? Il y a effectivement deux traitements principaux. Il y a la dialyse et il y a la transplantation rénale. Et pour ce qui concerne la dialyse, il y a l'hémodialyse, ce que nous faisons plus ici chez les adultes, et il y a la
la dialyse péritonéale, où on utilise la membrane péritonéale du patient pour débarrasser les déchets de son organisme. Et la dialyse péritonéale se fait chez nous, en pédiatrie, chez les enfants. Chez les enfants. Mais la dialyse l'hémodialyse, c'est pour les adultes. On l'a fait chez les adultes. On l'a fait chez les adultes. Alors, mesdames et messieurs, vous allez nous suivre. Nous irons dans une salle où se trouvent les personnes qui sont en cours de dialyse actuellement pour voir un peu comment ils sont, comment le traitement se fait, qu'est-ce que la dialyse. Nous verrons tout ça dans la salle de dialyse. Comment allez-vous? Vous vous portez très bien? Comment on vous appelle? Je m'appelle M. Tupaminoa. Le 11 janvier 2006. Vous êtes sous dialyse. Et vous venez toujours au CNH? 13 ans. Oui, je quitte Port-Repos à Réservoir. Et vous avez souffert de la maladie rénale à cause de quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit? À cause de l'hypertension. Toujours, on en a parlé tout à l'heure. Toujours. Et comment voyez-vous la prise en charge? En fait, chez moi, pour la prise en charge, j'ai vu que l'État a essayé quelque chose. Mais je lui ai dit que ça reste. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? On demande à l'État de faire plus. Parce que déjà les efforts qu'il est en train de fournir, on a vu. Mais du fait que l'homme est insatisfait, le malade veut toujours être guéri. C'est nos souhaits ça. Donc nous avons demandé à l'État béninois de faire un peu plus d'efforts, c'est tout. Alors docteur, ne partez pas. Non, venez, on va voir un peu, c'est le matériel de dialyse ça. Oui. Expliquez-nous un peu. Alors, ici, on a un générateur, c'est ce qu'on appelle générateur d'hémodialyse. Alors, ce générateur joue plusieurs fonctions. Ça enlève, c'est vrai, ça permet de faire la dialyse. Parallèlement, on peut prendre la tension artérielle, on peut régler un certain nombre de paramètres du patient, avoir une idée des ions, jouer sur la pression artérielle du patient. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? D'abord, le matériel. Nous avons ici ce qu'on appelle le rein artificiel. Le rein artificiel. C'est ce que nous appelons dialyseur, communément. Mais c'est lui qui joue le rôle de rein artificiel. Parce qu'il y a des membranes dedans, sous forme de tuyaux, à l'intérieur desquels passe le sang du patient. C'est filtré? Exactement. Il y a les tuyaux, ce que nous appelons des lignes. Il y en a deux types, vous verrez. Il y a des lignes avec des clans rouges, nous appelons des lignes artérielles, et il y a des lignes avec un clan bleu que nous appelons des lignes veineuses. Les deux lignes vont directement sur les aiguilles du patient, et les aiguilles sont piquées directement dans ce que nous appelons fistule artério-veineuse, qui est une communication entre une artère et une veine. C'est une petite intervention chirurgicale. Ça permet d'avoir une veine un peu plus dilatée et de pouvoir retirer une quantité suffisante de sang pour pouvoir faire les échanges. Donc vous avez ici ce qu'on appelle une fistule artério-veineuse. Nous avons l'aiguille artérielle ici. Et par cette aiguille artérielle, le sang sort du patient et va au niveau de la machine. Il y a premièrement ce qu'on appelle un piège à bulles. Donc s'il y a des bulles d'air qui sont dans le circuit, ces bulles d'air sont piégées à ces niveaux. Et de là, le sang continue le circuit et vient au niveau du rein artificiel. À ce niveau se font les échanges entre le sang et la solution, ce que nous appelons le dialysat, en fait. Okay. Et après, le sang débarrassé des toxines retourne à l'organisme par la ligne veineuse, la ligne bleue. Et sur cette ligne, il y a également un autre piège à bulles. Donc s'il y a des bulles d'air qui ont échappé. Voilà, ces bulles d'air sont également piégées à ces niveaux. Et après, le sang, maintenant, débarrassé des toxines,
retourne dans l'organisme par l'aiguille bleue, l'aiguille veineuse. Et cela pendant 4 heures à 5 heures, voire 5h30 pour certains patients, pour une séance. Et ils viennent combien de fois? Ils viennent 2 à 3 fois par semaine. Wow. Et cela à vie. À vie. À vie. Mais Voilà. lorsque le malade vient, pour ces malades qui sont en phase terminale, qu'il faut mettre systématiquement sous dialyse, est-ce qu'il faut faire cette chirurgie? Exactement. Quand les malades viennent en urgence et qui sont déjà au stade terminal, il y a ce que nous appelons le cathéter central. On utilise ces genres de cathéters que nous mettons sur le corps humain du patient pour permettre d'avoir un afflux important de sang et faire les échanges. Le temps de passer à une chirurgie? Le temps de faire la confection de fistules artério-veineuses et commencer par l'utiliser. Parce que même quand on confectionne, il faut attendre en moyenne 2 mois pour qu'elle soit bien développée et bien fonctionnelle avant de commencer par utiliser la fistule et débarrasser le patient après du cathéter central. On va demander au patient, alors, monsieur, c'est facile tout ça? C'est douloureux ou... Ah, c'est douloureux pour ne pas vous mentir. Maintenant, à l'étape de fichu, quand on fait fichu, vous savez, un nouveau corps qu'on vient de vous introduire va vous faire toujours de malaise. D'accord. Est-ce qu'il y a, vous avez des interdits? Il y a des choses que vous ne pouvez pas manger? Ah, il y a beaucoup d'interdits, mais et sous la dialyse, vous pouvez prendre ces interdits si vous êtes branché. En cas où vous êtes hors du dialyse, vous ne pouvez pas prendre ces interdits. Et quels sont ces interdits à vous? Ah, c'est beaucoup. Il y a le citron par exemple. Vous pouvez prendre l'haricot, vous ne pouvez pas prendre. Les trucs qui ne peuvent pas être facilement éliminés, c'est cela? Exactement. Et premièrement, c'est les aliments qui sont riches en potassium que nous leur déconseillons. Comme tout à l'heure, je vous avais dit, parmi les complications, trop de potassium, comme les reins deviennent... Exactement. Quand il y a excès de potassium, ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Et ce qui emporte les insuffisants rénaux chroniques, c'est cette élévation de taux de potassium dans le corps. Donc, nous leur déconseillons tous les aliments riches en potassium, notamment les bananes, arachides, les fruits secs, les mangues, le chocolat. Donc nous sommes tout le temps à cheval en train de répéter. Par contre, si en fonction du bilan d'un patient, comme lui il vient d'être branché, pendant la première, il peut consommer, il peut se permettre de faire un écart de régime parce que nous savons qu'avant la fin de la dialyse, il aurait digéré une bonne partie et ce serait déjà épuré, éliminé de son organisme. Merci beaucoup, monsieur. Du courage à vous. Vous aussi, c'est l'hypertension. Finalement, c'est un mal qu'il faut vraiment abattre pour la satisfaction des populations. Vous savez, pour la prise en charge ailleurs, les gens sont en train de copier ce que le Bénin, l'exploit que le Bénin a fait. Puisque moi, j'ai dialysé ailleurs déjà. Et avant de venir ici. C'est meilleur ici qu'ailleurs? Bon, moi je dis que c'est dans la sous-région, c'est meilleur. Parce que les appareils que nous avons sont des appareils performants. Performants. Alors qu'ailleurs, en Côte d'Ivoire par exemple, ils utilisent de vieux appareils encore. D'accord. Oui. C'est à s'allier à l'actif de l'État et des citoyens. Bien sûr, des responsables à tous les niveaux ici. Oui. Merci beaucoup. Et donc, content de ça, vous savez, nous, on est traités par des infirmiers et infirmières spécialisés en la chose et qui supplient aux docteurs et tout ça. Les conditions de ceux-là, est-ce qu'on y pense? Vous ne pensez pas uniquement à vous seul, vous pensez à tout le monde. C'est toute une chaîne. Effectivement. C'est toute une chaîne. D'accord. Quand l'État ne fait pas ce qu'il... C'est-à-dire n'envoie pas à temps à la direction et les fonds, alors là, on est entre la vie et la mort. Nous ici, vous savez, l'hypertendu, quand il a des ressentiments, c'est un choc. Effectivement. C'est un choc. Si bien que le cœur peut... tout moment lâcher. Ce qu'on ne souhaite pas. Bien sûr.
voyez, la prévention, toute chose vaut mieux que La guérison. la guérison. le Vous traitement. voyez, D'accord. c'est bien que quand ça arrive comme ça, on est dans tous les états. Nous remercions l'État béninois pour l'effort qu'il a fait d'ailleurs pour nous prendre en charge. Merci bien. Alors, docteur, on va retourner en salle. Bon, ça va faire mieux. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec nos deux invités principaux que nous avions laissés pour aller à la rencontre des malades sous dialyse. Nous avons eu un peu comment ça se passe, les conditions dans lesquelles ils sont dialysés. Beaucoup remercient aujourd'hui l'État pour les efforts fournis. Ils sont pris en charge, tous ceux qu'on a eu à voir ici sont pris en charge. Ils ne dépensent aucune somme, rien pour leur prise en charge. Mais docteur, normalement, sans prise en charge, la dialyse doit coûter combien pour un malade? Sans prise en charge, la dialyse, elle est très coûteuse. Très coûteuse. Très coûteuse. On peut estimer entre 1 million, 1 million 200 francs le coût de prise en charge d'un patient par mois. Par mois? Par mois. Oh, il doit Ils être sont dialysé à vie. À vie. Donc, ils sont en moyenne à 12 millions, voire plus, Waouh. par malade par an. C'est Aujourd'hui, coûteux parce que tous les consommables, tout ce que nous avons vu là, tous ces consommables viennent de l'Europe, plus précisément de l'Allemagne. d'accord, Rien n'est d'ici. ni au Bénin, ni au niveau de la sous-région. Et tous ces produits sont à usage unique. Ok. Sauf le générateur d'hémodialyse, bien sûr. Le rein artificiel, les lignes, les acides, tout est à usage unique. Et dès qu'on finit, tout est envoyé à la poubelle. Et on désinfecte la machine. Il y a des procédures de désinfection qui prennent jusqu'à 45 minutes, 1h10 avant de reprendre encore un autre patient. Donc, tout c'est coûteux. Mais comment expliquer le fait qu'il y ait, dans ce cas, je crois que tout le monde doit se réjouir, mais pourtant il y a des malades qui préfèrent être dialysés dans le privé. Qu'est-ce qui peut expliquer la chose? Dans le privé, c'est également pris en charge? C'est la même prise en charge de l'État. D'accord. Oui. D'accord. Et ce qu'il y a chez nous, la particularité au Bénin, c'est que la prise en charge, elle couvre les séances de dialyse, les analyses, toutes les analyses mensuelles, trimestrielles et annuelles, parce qu'il y a des bilans que nous leur faisons régulièrement. La prise en charge de l'État béninois couvre les analyses. Elle couvre également les médicaments qu'on leur donne. Donc, tous les mois, ils reçoivent les médicaments. Alors, les quelques plaintes qui arrivent, c'est au niveau de rupture de tel médicament ou tel autre. D'accord. Sinon, ils reçoivent normalement les médicaments. Si je comprends, le privé est là pour désengager un peu le CNHU. Les structures privées sont là pour désengager le CNHU dès qu'ils ont l'agrément. Parce que s'il y a une procédure pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans la discipline. D'accord. Mais l'autre aspect aussi du traitement, c'est la transplantation. Oui. Comment ça se passe? L'autre aspect, c'est la transplantation. Et actuellement, la transplantation rénale n'est pas encore disponible au Bénin. Les quelques patients que nous suivons au Bénin sont transplantés en Europe, plus précisément en France. Nous allons donner la parole à M. Compo. Vous avez été transplanté en quelle année, quand déjà? J'ai été transplanté le 13 janvier 2016. Ok, il y a 3 ans passés. Vous avez été transplanté où? Oui, à Nantes. À Nantes? En France. Ok. CHU de Nantes. De Nantes. Là, c'est en France? Oui. D'accord. Mais pourquoi la faute est à quel niveau? Vous n'êtes pas apte? Vous n'avez pas la formation qu'il faut pour faire de la transplantation ou c'est le plateau technique, le matériel qu'il n'y a pas? D'accord. Alors, la transplantation rénale nécessite la mise en place d'un certain nombre de structures. Il y a la transplantation à partir de donneurs vivants apparentés, c'est-à-dire un sujet accepte de donner un rein à un patient, un parent par exemple. Et parce qu'on peut bien vivre avec un seul rein. Voilà, si on respecte bien une hygiène de vie. Lorsque les deux reins sont morts. Ah oui, oui, c'est les deux. On fait la transplantation lorsque les deux reins sont morts. Exactement. D'abord, quand on vient sur un rénal terminal, c'est que ce sont les deux reins qui ne fonctionnent plus. Oui. Et ça aussi, c'est très important parce que les malades disent, est-ce que c'est pas un rein, est-ce que l'autre? Je dis non, c'est les deux reins. C'est les deux qui sont complètement détruits. Et donc, on peut faire la transplantation à partir d'un sujet donneur vivant apparenté. Et l'autre, c'est à partir d'un cadavre.
là, les procédures sont très complexes, c'est-à-dire un sujet qui est ce qu'on appelle un état de mort céphalique. Il y a des critères qui définissent et on peut prendre les organes. Alors, pour mettre en place chez nous, il faut d'abord des tests de laboratoire pour pouvoir voir la compatibilité. C'est très important. Et là encore, il reste des choses à mettre en place. Donc c'est un travail d'équipe. Oui. Et il faut des tests pour encadrer ça, pour que ça ne déraille pas. Est-ce qu'après transplantation, il peut y avoir rejet? Après transplantation, il peut y avoir rejet. Là, la vie du patient est en danger. Oui, exactement. Il peut perdre le greffon rénal qu'il a reçu. Et ce qui fait qu'il doit être suivi régulièrement. Il fait des bilans, des examens régulièrement. Il prend ses médicaments régulièrement. Et les médicaments aussi sont dosés, surtout les immunosuppresseurs, sont dosés et sont maintenus à un taux constant pour éviter les rejets. Avec tout ce que vous dites là, moi je trouve que la dialyse est plus facile à vivre que non, je la peux vous dire, une fois que le sujet est transplanté, il est plus autonome. Il revient moins coûteux. Beaucoup moins. Peut-être c'est le coût de la transplantation, mais après ça, il est vraiment autonome. Il peut travailler, participer à l'édification de son pays, participer à toutes les activités de la vie courante. Il n'est plus contraint à venir 2 à 3 fois à l'hôpital pour faire. Mais il aura des rendez-vous comme tout autre malade chronique. On va laisser la parole à M. Confon. Alors, M. Confon, ça vous a coûté combien la transplantation et pourquoi vous avez opté pour ça? Ça ne m'a rien coûté, c'est l'État. C'est la prise en charge de l'État qui m'a permis d'être transplanté. Et c'est la prise en charge de l'État qui me permet d'avoir les médicaments. De me rendre en France pour faire mes bilans, pour prendre mes médicaments. D'accord. Je dirais que les malades rénaux sont les plus heureux lors de la prise en charge. Tout est pris en charge par l'État. Mais docteur, à qui prescrit la transplantation? Rénal. Alors, il y a beaucoup de patients chez nous qui ont besoin de transplantation. Alors, je peux vous dire, même les hôpitaux, les confrères avec qui nous travaillons en Europe disent en Afrique, vous avez besoin plus de transplantation rénale. Parce que nous avons beaucoup plus de sujets jeunes qui sont mis en hémodialyse, qu'il faut transplanter et les sortir de la dialyse pour leur permettre d'aller travailler. Donc, c'est très important. Il y a des besoins de transplantation rénale au Bénin. Et ils sont combien à être déjà transplantés dans notre pays? Actuellement, on n'en a que 3. Au Bénin? Au Bénin, transplantés qui vivent. Il y a 2 autres qui sont entre Cotonou et Paris, qui viennent de temps en temps. Sinon, il y a 3 qui sont... Qu'est-ce qui empêche... Parce que c'est coûteux, parce que la procédure... Ça coûte combien? Ça coûte quand même un peu cher. Entre l'acte, les devis que nous recevons sont autour de 90 000 euros. Seulement l'acte. 90 000 euros. Seulement l'acte. Seulement l'acte. Certains vont, ça va juste entre 80 et 100 000 euros l'acte. Environ, je dirais, on fait rapidement un calcul. 65 millions. 65 millions de francs CFA. De francs CFA. 65 millions de francs CFA. Que l'État débourse pour une seule personne. Oui. Mais il vaut mieux réunir tous ces fonds pour remplir les conditions et le faire dans notre pays. Exactement. Il faut qu'on arrive progressivement à mettre ces structures-là en place. Et il faut mettre toutes ces choses-là en place progressivement. Que l'État y pense. Oui, déjà nous travaillons sur un projet de transplantation rénale au Bénin. Oui, avec d'autres collègues, des urologues, des biologistes. On est en train de travailler dessus. On espère que chez nous aussi, ça va démarrer parce qu'à Abidjan, ça se fait. Ça se fait. C'est possible dans notre pays. Elle évolue très bien. Donc, c'est possible aussi chez nous. On est presque à la fin. On est presque à la fin déjà de notre, je ne dirais pas entretien, mais de ce débat autour des maladies rénales. Monsieur le Président, un mot pour terminer, un souhait ou des propositions au gouvernement, très rapidement. Le mal existe dans la République. Parce que à tous les coins de rue de Cotonou, Porto-Novo, Parakou et autres là, Boycon, vous allez voir des apprentis sorciers, des gens qui proposent à la population des médicaments qui peuvent soigner tout, qui peuvent guérir tout.
qui ne sont pas contrôlés par les pouvoirs publics. Il y en a beaucoup qui amènent des patients en insuffisance rénale. Toute une série de près de 8 à 10 comprimés que le monsieur avale avec sa tisane. Et quand il finit, il se secoue, dit à chercher à Zobene. On ne peut pas. Vous voyez déjà ce que l'État dépense. Donc j'exhorte les pouvoirs publics à regarder plutôt sur la prévention, à mettre de l'argent dans la prévention, que la sensibilisation soit vraiment quand même prise en charge pour qu'on ne puisse pas, ça dit, constater ce taux élevé de malades rénales. Monsieur, très rapidement, avez-vous à dire? Bon, compte tenu de tout ce que nous avons à dire ici, ce que vous avez entendu, l'effort que l'État fait, on ne peut que remercier l'État et lui dire de persévérer un peu. Mais surtout, comme l'a dit le président du CONADIR, on peut nous utiliser, nous, pour sensibiliser, puisque nous avons été victimes. Nous pouvons aller sur le terrain, partout où on veut, pour expliquer à nos parents, voilà tel comportement, ça vous amène à telle maladie. Oui, donc c'est ça que nous demandons. Que l'État mette un peu plus d'efforts et nous aider, nous solliciter à l'aider à faire la sensibilisation. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. La sensibilisation, vous le faites? Non, la sensibilisation, nous avons saisi le ministère, que nous sommes disponibles pour faire cette sensibilisation. Et on a fait un programme, un projet avec des prospectus, des trucs qu'on peut distribuer aux gens gratuitement, qui va leur servir de brevière. Et on est allé rencontrer le ministre. Jusque-là, on attend le retour. Donc pour l'instant, l'association ne fait rien? Non, l'association, normalement, en matière de sensibilisation, lorsque les gens viennent au CNHU, vous avez vu, vous avez un bureau ici, on a un bureau ici, on les reçoit. Et malades dialysés et malades qui ne sont pas dialysés pour leur donner les conseils adéquats. Parce que quand les gens suivent les émissions que vous avez, on vous remercie de le faire et ils veulent bien en savoir plus, ils se rapprochent. Nous, on leur dit ce qu'on a à dire. S'ils veulent, ils peuvent rencontrer aussi les médecins qui leur donnent les conseils qu'il faut. Merci bien. Docteur, pour terminer, au mot de la fin. D'accord. Comme mot de la fin, petit mot de la fin. Oui, surtout des conseils d'abord à l'endroit de la population générale. Je pense que la chose la plus importante, nous conseillons à tout le monde d'abord de boire de l'eau. D'accord. Boire, il faut hydrater son corps. Donc, boire régulièrement de l'eau. Nous conseillons de répartir le volume d'eau sur toute la journée. Boire entre 2 et 3 litres par jour, c'est déjà assez. On n'a pas dit des sucreries ni de l'alcool, de l'eau plate, comme on dit. En dehors de ça, il faut éviter l'automédication. On a dit, on insiste dessus. Il faut éviter le tabac, l'alcool, les médicaments de rue. Le sucre. Il faut éviter les colères. Pour les sujets dépistés à risque, il faut accepter la maladie et prendre son traitement régulièrement. Il faut se faire dépister aussi régulièrement, s'il le faut. L'association, la société des néphrologues, que la société fasse quelque chose aussi pour accompagner le ministère de la Santé, pour accompagner l'association des dialysés. L'organisation de campagne de dépistage est à un coût. Et je peux vous dire, depuis quelques années, nous organisons cela parfois sur des fonds propres. On n'a pas de subvention de l'État. La nation vous le reprendra. Merci beaucoup, docteur. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour ce forum spécial consacré aux maladies rénales et à différents types de traitements, la transplantation et la dialyse. Nous étions avec Jacques Vigan, médecin néphrologue, maître de conférences agrégé en néphrologie. Nous étions également avec le président du Conseil national des dialysés et insuffisants rénaux du Bénin, monsieur Rahimi Titus Mohamed. Et enfin, nous étions avec un transplanté enseignant à la retraite. Il s'agit de monsieur Norbert Confo. Ce sera tout pour ce forum. Merci pour l'attention. On se dit à très bientôt. D'ici à là, portez-vous très bien.